C'est la pression, hein, cette histoire. On est prêt? Allez, on y va. Donc, on a, on a, sans lumière, on a, on a quitté le Sefer Bereshit. On rentre dans le nouveau Sefer, dans un nouveau Sefer qui s'appelle Shemot. Et on a aussi quitté l'igloo et la neige. Vous allez voir que ça a un rapport. C'est un rapport. Bon, d'abord parce que c'est sympa de trouver des rapports entre tout, sinon on s'ennuie. Mais il y a vraiment quelque chose de précis, et on en a parlé tout à l'heure. Vous savez qu'au niveau de Jérusalem, la neige elle a commencé à être vraiment dure jeudi soir, vendredi. Donc c'était le jour de Yud Betevet, là où on fête donc le jeûne, là où on fête le siège de Jérusalem. Mais comme on sait tous, c'est quoi le principe d'un siège d'une ville? C'est quoi le principe du siège d'une ville? C'est qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a remis vraiment dans la situation de Yud Betevet de l'époque. Alors là, c'était pas Nabuchodonosor qui nous bloquait, c'était Nabuchodonosor. Et on s'est retrouvé vraiment coincé, coincé, coincé. J'imagine que vous avez entendu plus ou moins ce qui s'est passé là-bas, mais pour vivre et habiter à Jérusalem, je peux vous dire qu'il y avait vraiment beaucoup de questions à se poser. Beaucoup de questions. Ça veut dire que on est arrivé à une situation. D'abord, il a beaucoup neigé, pas un peu, mais vraiment beaucoup. Que ça s'est accumulé, qu'il n'y avait aucun moyen technique de faire face. Et même après, une fois que ça s'est arrêté, on a vu que Bémet, ils ont mis énormément de temps à rétablir une vie minimum. Il y a encore des quartiers qui n'ont pas d'électricité. Il y a encore des arbres explosés. On dirait qu'il y a eu un tsunami et des choses comme ça. Mais évidemment, personne n'a osé dire que c'est une catastrophe naturelle. Pourquoi? Parce que si l'État a dit que c'est une catastrophe naturelle, c'est eux qui payent. Donc, ne voulant pas dire les mots comme ils sont, pour éviter de se prendre la responsabilité sur la tête, alors ça fait qu'aujourd'hui, si vous baladez à Jéru, vous voyez encore des quartiers avec des tonnes de neige, même des endroits avec comme ils ont dû mettre de côté pour laisser passer, des endroits où tu as des mini-montagnes, etc., etc. C'est pas rassurant. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que si on revient à l'idée, Akadosh Baruch Hu, on étudie Yud Betevet, on étudie, là on rentre dans Shemot. Shemot c'est l'exil, c'est Mitzrayim, c'est le début de, merci beaucoup, c'est le début de l'exil d'Égypte. Alors il y a quelque chose, et moi je l'ai bien senti là, des fois tu fais des cours et tu les sens moins, mais là on l'a bien senti dans le froid et dans les veines. Il y a des fois où tu parles de sujets, que ce soit la sortie d'Égypte, plein de sujets, mais tu sais, t'en parles avec théorie, comme ça, de loin. Oui, tu sais, c'est arrivé, il faut faire attention, c'est important, etc. Et je vous dis, quand je suis sorti de ma cage, et avec ça, Baruch Hashem, je fais ni partie des maisons qui n'ont pas eu d'électricité, ni partie des maisons. C'est vraiment, il y en a qui ont passé. On sait que c'est une bracha la neige, mais franchement, elle était bien cachée là. C'est vraiment une bracha qu'il faut bien aller chercher. Ouais, ouais, non, mais bon, des femmes qui ont accouché, enfin des trucs pas mal, quoi. Vraiment, Baruch Hashem. Maintenant, quand je suis sorti de ça, je me suis dit, tu sais, on va réfléchir à pourquoi, comment, etc. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'est la première fois qu'à Yud Betevet, j'ai pensé à Yud Betevet. Ça veut dire que bizarrement, Yud Betevet, je sais, j'ai appris dans les livres et je peux même te donner les dates, etc. J'ai appris qu'on était coincé, le siège de Jérusalem, etc. Mais bon, Tachles, siège de Jérusalem. Tu vois pas aujourd'hui quand tu as des tramways, des immeubles, le siège de Jérusalem, qu'est-ce que ça te touche? De quoi tu parles, tu vois? Aujourd'hui, tu as des bus, t'as des stations, tu as des malchas, tu as des canyons, des machins. Siège de Jérusalem. Alors bon, tu prends la partie qui t'intéresse. Il faut jeûner, il faut penser peut-être au Beth Amikdash, mais tu comprends pas bien de quoi on parle. Eh ben, je peux dire qu'une fois que tu as passé un moment où tu es coincé, qu'il n'y a pas de communication, que les gens communiquent pas, les gens sortent pas, qu'on te dit rien, que tu sais pas ce qui va se passer, ce qui peut se passer, ça s'améliore pas. Et je vous dis, moi j'étais déjà Baruch Hashem dans des conditions parfaites, alors que vraiment il y en a qui ont vraiment passé des moments très difficiles. Et ben tu dis, bah, tu sais quoi, si tout ça, ça m'a servi à moi d'être un peu moins du bout des doigts, tu vois, les histoires du Yud Betevet, si une fois j'avais été mitbonen, j'avais réfléchi à moi-même, tout seul en me disant, qu'est-ce que ça veut dire quand je fête Yud Betevet? C'est-à-dire qu'on me dit que Jérusalem était enfermée, qu'il y avait des juifs qui n'avaient plus le choix de se regarder, que rien n'entrait, rien ne sortait. Tu te dis, bah, tu sais quoi, j'aurais peut-être été assez intelligent
Si j'avais réussi à réfléchir ça au niveau de l'idée, au niveau du travail, ben, je me serais peut-être pas tapé la neige. C'est-à-dire, j'aurais peut-être pas dû être dans une situation, à force de pas réfléchir, tu sais, c'est comme si je te dis, il faut gonfler les pneus, il faut gonfler les pneus. Bon, c'est d'air, mais qui c'est qui le fait? Ben, jusqu'à que ça pète. Ça veut dire que vous allez voir le lien avec le shiur qui vient, parce que ça c'était juste pour me plaindre de la neige, officiellement. Mais, euh, mais vous allez voir après le lien. Le lien, c'est que je vous dis, on rentre dans le Sefer Shemot. On rentre dans le Sefer Shemot, et Shemot, ça veut dire les noms. Et alors, on va toucher à quelque chose. Pourquoi le livre? Ah, ça fait du bien. Pourquoi le livre qui parle de l'exil, c'est-à-dire du fait que on est enfermé, il s'appelle les noms. Quel est le lien? Il y en a plein, mais quel est le lien qu'il y a entre le fait que quand je suis en exil, Akadosh Baruch Hu veut me rappeler mon nom? Alors la première chose, c'est comme ça. C'est quoi être en exil? Parce que là, on est en exil. Bon, pourtant, voilà, ça va bien. Enfin, non, pardon. Non, ça va pas bien. Mais c'est quoi? Eh bien, il y a un lien profond entre l'exil et le nom. Mais quoi dans le nom? Le fait que tu ne sais pas, c'est quoi le nom? C'est une identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas les bonnes définitions. Tu ne connais pas le nom des choses. L'exil, c'est lié au fait qu'on ne sait pas, on connaît mal le nom. Exemple. Akadosh Baruch Hu, il a différents noms. Et bien quand on est dans l'exil, on ne les voit pas, on ne les ressent pas, on ne sait pas les apprécier. Par exemple, le nom de Elohim, c'est le nom qui correspond à Dieu quand il est caché dans la nature. Bon, ben moi je connaissais pas ça. Si j'avais pas étudié cette chose-là, je connaissais il y a des arbres, je connaissais il y a de la neige, je connaissais des choses de la nature, mais de là à dire que ce que je vois, c'est Elohim, bon, ben si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas vu. Donc, si on prend cette idée-là, c'est quoi être en exil? C'est perdre son identité, c'est perdre son nom. Ça veut dire son nom, ça veut dire la définition. Alors maintenant, vous allez comprendre que notre guerre à nous, c'est de ne pas oublier son identité, ne pas oublier son nom et ne pas s'enfermer dans cette boucle qui s'appelle l'exil. Vous allez me dire pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en Égypte, à la base. Alors, ça a mal tourné l'histoire, parce qu'on a bien compris qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on soit en exil avec le fouet et tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que l'Égypte, puisqu'à la base, si tu vas en Égypte, c'est qu'en Égypte, il y avait un travail pour... il y avait un travail pour... faut que je me reconcentre. Il y avait un travail pour dévoiler le nom. L'Égypte n'était pas là pour enfermer le nom, elle était là pour dévoiler le nom. Alors ça veut dire quoi? L'Égypte, on sait que c'est l'étroitesse. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un entonnoir? D'accord? Ici, c'est très large et en bas, c'est fin. Donc l'Égypte représente le fait que je serre, je rends plus étroit les choses. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Le côté bénéfique, le côté intelligent de l'Égypte, c'était quoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a envoyés là-bas, c'est bien qu'a priori, il y avait un travail positif à faire, c'était pas juste pour se faire fouetter. Ça, c'est la conséquence négative. Ben, c'est très simple. À la base, il y avait énormément de choses, énormément de possibilités. Et Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit qui est plus étroit. Pourquoi? Parce que dans un endroit qui est étroit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a tac, une goutte par une goutte qui passe. Ça veut dire une personnalité par une personnalité, un nom par un nom, une spécificité par spécificité, une qualité par qualité. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc l'Égypte devait nous servir à qu'on puisse puiser réellement la qualité et la spécificité de chacun de nous. Pour que quand après on sorte, et ben chacun de nous, c'est comme dans une maquette ou dans un puzzle, la spécificité de chaque pièce fait la beauté du paysage général une fois que tu as fini le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on arrive en Égypte? Nous on a dit non, 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 on a voulu écraser, s'étendre, se multiplier, etc. Mais se multiplier dans quoi? En perdant notre spécificité, en perdant notre définition personnelle, en perdant notre qualité personnelle. Ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, le but de ce monde, c'est pas de te perdre, c'est de te trouver. Et pas de trouver que la partie quantitative, générale, etc., mais c'est de te trouver à toi
toi en tant que personne, toi en tant que définition. Quand tu vas, Chasvé Shalom, partir de ce monde, une des questions qu'on te pose, qui est terrible, au départ c'est terrible, alors ceux qui n'ont pas Tacheliaou, ils sont rassurés parce que on a un petit pasouk avec le début de ton nom. Quand on prend ton nom, vous connaissez ce minag là, il y a un pasouk qui commence par la lettre de ton prénom et qui finit par la lettre de ton prénom. C'est pourquoi on fait ça? Parce qu'on te dit que là-haut, à 120 ans, tu montes et on te dit, c'est quoi ton prénom? Moi, franchement, on me fait le coup, je rigole. Je monte là, on me dit, c'est quoi ton prénom? Je dis, très vrai, si vous êtes renseigné comme ça, je me barre. Si c'est ça vos ordinateurs, écoutez, mon prénom. En Israël, tu mets un coup d'essence, t'as la Théoudat Zéout, t'as même à quelle heure t'étais à la Macolette. Et vous, là-haut, vous n'êtes pas un peu mieux informatisé? C'est quoi cette question? C'est quoi ton nom? Dis-moi, tu vas me juger comment? Tu sais même pas qui je suis? Au secours, je me barre. On va te poser, quel est ton nom? Ça veut dire, est-ce que tu as été ton nom? Est-ce que tu es exactement arrivé à la spécificité et à la particularité de toi? En gros, est-ce que tu es toi? Est-ce que tu as été toi-même? Ah, tu dis, oh là, c'est compliqué là-haut, je vais redescendre pas. C'est ça la vraie question de l'exil. Dans tout ce bilboul, dans toute cette organisation où on te dit, yalla, allez, faut grandir, faut aller à l'école, faut avoir le bac, faut avoir un travail, faut avoir une voiture, faut avoir une maison, faut, c'est d'air. Mais toi, t'étais qui là-dedans? Toi, t'étais 1 million parmi des millions de Chinois, et toi, d'accord? C'est quoi le truc? Je sais plus exactement les paroles, mais pour ceux qui se rappellent, je crois que ça a un rapport comme ça. Je suis un peu naze en mécorote de chansons. Mais l'idée, c'est quoi? C'est, et toi en spécificité, en qualité, où tu es. La galoute, elle a un problème. La galoute, c'est cette espèce de travail qui fait que on veut te perdre dans la masse. C'est pour ça que je n'aime pas trop. Je fais le malin, maintenant je ne l'ai plus, on me l'a piraté. Mais c'est pour ça que le principe de Facebook, il me fait un peu peur quand on veut te noyer dans la masse. Si c'est un moyen de montrer ta spécificité, la malo, tu as un truc à te montrer, tu as quelque chose, etc. Mais si c'est stable, une manière de te noyer, de te mélanger, ça devient dangereux, ça devient l'Égypte. Le mauvais côté de l'Égypte. Bon, je répète. L'idée, et maintenant on va descendre dans... Bah, évidemment. Évidemment. Non mais, sache que les seuls qui peuvent arrêter l'exil, ou nous mettre dedans, c'est pas les goïms. Les goïms, c'est le théâtre. C'est les seuls qui ont la main sur ça, c'est nous. La preuve, c'est qu'on te dit que là, l'Égypte, elle a commencé. Pourquoi? Parce que spirituellement, au niveau de la pensée, les Juifs, ils ont commencé à se perdre. Alors, après, ça a entraîné un exil physique, un esclavage physique. Donc, en gros, tout est dans tes mains. C'est pour ça que Just Do It, là, le Nike, il a raison, mais pas que pour les baskets, quoi. Donc maintenant, je reprends l'idée. On va la descendre pour essayer de comprendre Tarles, en quoi ça nous concerne et comment nous, on peut essayer de ne pas tomber dans ce piège. Je répète. L'idée est simple. On a chacun un nom. Un nom, c'est une identité. Un nom, c'est une qualité. Si je dis, allez, j'ai besoin de 4 mecs là, allez hop, et je me barre. Ben 4 mecs, c'est 4 mecs. C'est 4 parmi, c'est bon, c'est d'air. Mais si je dis, s'il te plaît, Maxime, Dylan, Yoel et Benjamin, là, oh, je les élève. C'est eux que je veux, c'est pas 4, c'est eux. Donc, je répète, un des gros dangers de l'exil, c'est qu'on perde notre spécificité. Évidemment, au niveau du peuple, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Ham Israël se perd dans les nations du monde. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu, l'assimilation, la perte de notre identité, etc. C'est pourquoi on te rappelle que en Égypte, ils ont gardé leur prénom. Ouais, mais d'un autre côté, tu m'as dit, ils sont arrivés en 49 portes d'impureté, alors t'es gentil. C'est bizarre, mais on dit ça genre, ouais. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si important? Tu me dis qu'ils sont arrivés à 49 portes d'impureté, c'est-à-dire qu'ils sont à la panime. Et ils sont à jeter à la poubelle. Ouais, mais tu sais quoi, dans toute cette catastrophe, ils avaient une bouée de sauvetage qui s'appelle, ils se rappellent qui ils sont. Ils ont encore gardé leur nom. Ça veut dire que tu vois bien qu'il y a quelque chose de spécial dans la capacité à définir les choses. Alors maintenant, on glisse doucement vers les choses. Ton but, notre but à chacun de nous, c'est de se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre à dévoiler qui tu es dans ta spécificité. Ok, tu fais partie d'un peuple. Alors je vous dis,
Je vais vite baser le problème du peuple dans sa généralité. C'est évident que quand un peuple il perd son identité, ses habits, sa charte, etc., c'est pour ça que la mondialisation, c'était surtout le moyen qu'une poignée écrase les autres. Faut pas se leurrer. C'était pas du tout l'idée de dire We are the world, we are the children avec Michael Jackson. L'idée, c'était que ceux qui ont le pouvoir puissent l'avoir sur le reste. C'est évident. C'est évident que la mondialisation, à part pour les idéalistes qui se disaient ouais, c'est qu'on va tous être, pas du tout. C'était le moyen d'écraser la spécificité de chacun pour que ceux qui ont le pouvoir disent chut. D'accord? Donc dans la mondialisation, il y a quelque chose de très grave. Pourquoi? C'est que ce qui fait qu'il y a un marché, c'est qu'il y a plusieurs offres. Ce qui fait qu'un magasin il est intéressant, sympathique, c'est qu'il y a le lait 1%, le lait 3%, le lait 3% comme si. C'est sympa qu'il y ait une spécificité. C'est ça qui fait qu'il y en a un qui t'attire, un qui ne t'attire pas. Ça veut dire aussi que c'est différent. Si tu pouvais boire de l'huile, tu n'aurais pas besoin de lait. Donc l'huile, elle a sa spécificité et le lait, il a sa spécificité. Donc à partir du moment où je veux te dire non, allez, on s'en fout, laisse tomber, tout est la même chose, yalla, tu vas arriver à quelque chose, ça s'appelle l'assimilation. Ça veut dire que les goïms vont eux-mêmes te maudire, eux-mêmes ne plus t'apprécier. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas toi-même, alors tu n'intéresses pas. Si tu n'es pas toi-même, tu attires chez toi la haine. Ce qui fait que j'ai besoin de toi, c'est que tu es toi. Sinon, toi ou la chaise d'à côté, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est toi, demain, cette chaise-là, je la jette. Comment on s'attire la haine des nations quand on n'est pas le Ham Israël? Mais quand on est l'Ham Israël, qu'est-ce qu'on attire? On attire sur nous le fait que oui, on est spécifique dans ça. On est important dans ça. Si tu vas chez un garagiste, t'approches ta voiture et dis ah, ça me saoule, aujourd'hui je veux faire des croissants, tu vas lui mettre une tête, tu vas dire mais t'es bête ou quoi? T'es garagiste, tu me prends ma voiture et tu les taquines. Tu la répares, c'est ton rôle. Donc vous voyez qu'au niveau général, quand le Ham Israël refuse son identité spécifique, refuse son nom de Israël et veut se noyer dans la nation et veut essayer de ressembler ou de copier un autre peuple, les premiers qui nous gueulent dessus, c'est les autres peuples. En disant, ah, où tu vas toi? Qu'est-ce que tu fais dans mes théâtres? Qu'est-ce que tu fais dans mes rues? Qu'est-ce que tu fais à t'habiller comme moi? Qu'est-ce que tu fais à te prendre pour nous? Ah, tu veux te prendre pour nous? On va te traiter comme nous on fait entre nous. Parce que si tu n'es pas spécial, il n'y a aucune raison que je te fasse un traitement de faveur. N'oubliez pas que le Ham Israël a comme rôle de générer la justice et de générer le bien divin. Ça veut dire de donner la place à tout le monde. Donc forcément, s'il n'y a pas de policiers, c'est la mafia qui se met en place. C'est la loi du plus fort. Et nous, on était, et on est censé être, une nation qui donne le ton. Ça veut dire, par exemple, on crée l'énergie atomique, le Ham Israël doit dire, le monde, il n'est pas là pour être détruit, il est là pour être construit, donc l'énergie atomique, c'est pour réchauffer les maisons. C'est pas pour exploser et menacer les autres. Donc le Ham Israël est censé donner une mesure. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Qu'est-ce qu'elle fait la Torah toute la journée? Elle te donne une mesure des choses. Elle te dit, l'homme et la femme s'aiment. Oui, mais regarde, c'est pas pour ça que tu dois en avoir 150. Tu vas en avoir une. Et tu dois t'en occuper. Et tu dois faire ci. Donc la Torah te donne des mesures. Donc le Ham Israël est censé donner des mesures aux choses. D'accord? Donc on voit bien qu'au niveau du peuple, quand on perd notre identité, on perd notre rôle, c'est une catastrophe. Et je vous dis, le pire, c'est que c'est les goïms, les premiers, qui te tapent. C'est pour ça qu'il y a une Gemara qui dit que quand le goï commence à t'oppresser, dis-toi, oula, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Parce que c'est pas logique, a priori, qu'un ministre rentre dans le bureau du roi et lui mette une claque. C'est pas roi ou ministre dans le sens, nous on est les chefs et eux c'est les... C'est pas dans ce sens-là. C'est pas logique qu'un passager d'avion, il a envie d'étrangler le pilote. Non, c'est pas logique parce qu'il n'y a que le pilote qui sait atterrir. Donc c'est pas logique. Mais quand on arrive à une situation où le passager, il fait boire le pilote, ou que le pilote, il se barre et qu'il s'assoit avec les passagers, qui rigole et qui se met à oublier que dans 5 minutes, il y a un atterrissage et qu'il devrait aller voir la météo, là on en vient à ce que, oui, tout le monde le fera pour qu'il reprenne son rôle. Donc vous comprenez les enjeux. Maintenant, ça c'est au niveau klali. Maintenant, venez, on descend au niveau pratique, au niveau de chacun de nous, puisque l'exil nous fait oublier notre identité. Notre identité, ça veut dire notre nom, ça veut dire la définition, ça veut dire la spécificité de toi. J'ai besoin d'un prénom. Je m'appelle
je m'appelle Benjamin. Tu vas me dire, mais des Benjamin, il y en a 500 000. Oui, mais vous êtes tous différents. Vous êtes tous spécifiques. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi je m'appelle comme ça? Pourquoi je m'appelle? Pourquoi on m'appelle comme ça? Alors je vais vous donner des exemples très simples de la Torah, et après chacun cherchera pour soi. Comment s'appelle le sauveteur qui apparaît dans la paracha? Attention, buzzer, un indice, il a un rapport avec l'eau. Allez, comment s'appelle notre sauveur? Max, t'es trop bouillant. Moshe Rabbeinu, ouais. Moshe. Deuxième question un peu plus dure. Ouais, on fait des équipes. Moi, je me mets avec Max. Je mets avec le rabbin. Deuxième question. Moshe, c'est le sauveur. Besséder. Deuxième question. Moshe, le prénom Moshe. Qui a donné le prénom de Moshe à Moshe? Ah, c'est compliqué, hein? Dis-moi, oh, vous êtes en kitabet déjà, hein? Oh là là, mais quelle équipe bouillante! C'est Bithia, la fille de Paro. Moshe, c'est pas un prénom juif. Non, bébé. Moshe, c'est le prénom que la fille de Paro, Bithia, lui a donné. Mais pourquoi nous on appelle Moshe Moshe? La Gemara nous cite 10 noms. 10 noms différents de Moshe, dont ceux qui ont été donnés par la maman, Yochevet. Pourquoi dans cette paracha Myriam, on sait que c'est Myriam, Yochevet, qu'on sait que ça s'appelle Yochevet, pourquoi dans cette paracha on ne les appelle pas comme ça? Une fois Pouar, une fois Shifra, on leur donne d'autres noms. Attention, on touche au secret. Parce que ton prénom, la manière dont on t'appelle, c'est la manière dont on voit, c'est la manière dont on te voit, c'est la manière dont tu t'exprimes, c'est la manière dont tu prends ton rôle. Moshe, on l'appelle Moshe jusqu'à maintenant, parce que Moshe, ça veut dire sauveur, et que c'est le sauveur. Donc, c'est pas parce que tu dis, mais attends, mais je rêve, un nom de Goy, donné par une Goya. Si on était maintenant à Bnei Brak, ils auraient brûlé le truc. Pourquoi on a gardé ce truc-là? Parce que Moshe, c'est Moshe. Ok, il a d'autres spécificités, mais si tu dis Moshe, c'est qui? Moshe, c'est le sauveur. Donc Moshe, c'est tellement Moshe qu'on l'appelle Moshe. Quand Myriam, elle est dans un rôle de calmer les enfants, de leur parler gentiment, elle s'appelle Poire. Mais c'est Myriam, oui, mais au moment où je parle, sa qualité spécifique, c'est d'être Poire. Yochevet, on sait que ça s'appelle Yochevet, mais pourquoi on l'appelle Shifra? Parce que ce moment-là, elle est Shifra. Donc la manière dont on t'appelle, la manière dont tu fais briller ta spécificité, c'est le nom, c'est la définition qu'on te donne. C'est pour ça que si tu passes dans le marché et qu'on te dit « Hey, tzadik !» c'est sympa, c'est agréable. Mais si tu passes dans le marché et on te fait « Hey, y'a la zouzette !» tu dis « Oula !» C'est ça la définition qu'on me donne. Il faut savoir que la définition, c'est le rôle que je prends. Moi, ça me fait toujours rire quand les gens, vous n'êtes pas obligé de le faire ou de ne pas le faire, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est sympathique quand les gens ils viennent me voir, ils me disent Rav, machin, ou ils se lèvent et tout, ça me fait toujours rire. D'un autre côté, je me dis, mais s'il le fait, c'est que je joue le jeu, c'est que je joue ce rôle. Si j'étais venu ici depuis le début et que je portais les cartons et que je m'occupais de remettre les trucs de Maïn Eden, j'ai beau avoir une barbe, vous auriez dit, shalom monsieur, au maximum, bonjour monsieur. Mais c'est normal, tu ramènes ta fraise, tu fais des cours, tu essayes de machin, etc. Au bout d'un moment, les gens te disent, monsieur le rabbin, j'ai une question d'Alaha. Tu peux pas dire, oh non. Donc, on revient. C'est quoi sortir d'exil? C'est quoi sortir d'Égypte? C'est quoi utiliser l'Égypte? On l'a dit tout à l'heure, utiliser l'Égypte, c'est essayer de réduire la dimension globale, en réalité, mébalbel, qui t'embrouille, et d'essayer de trouver le petit point qui est ton point à toi, qui est ton rôle à toi. Ça veut dire, je vous donne des exemples. On connaît par exemple, donc Moshe, vous avez compris, Moshe, il a 10 noms, et pourtant c'est celui qu'on retient, parce que son identité profonde, son rôle profond, le rôle qu'il avait quand il est descendu, c'était de nous sauver. Donc Moshe est devenu Moshe, et donc on le retient toute sa vie en tant que Moshe. Autre exemple, il y a un rav qui s'appelle, d'ailleurs c'est marrant, parce que d'un coup je ne me rappelle plus de son vrai prénom, mais on l'appelle tous le Shla Kadosh, le Shla.
Mais si tu sais, il s'appelle Horowitz ou Rozovitch, etc., c'est pas son nom. Shla, c'est quoi? C'est les lettres de son œuvre, qui s'appelle le Shnei Luchot Abrit. Alors tu dis, mais pourquoi on l'appelle le Shla? C'est pour Facebook, c'est un code, son nom de profil. C'est parce que tout son rôle dans le monde, quand il est né, le Rav Horowitz, comme dire, on l'appelait le petit Mendele, enfin tu vois, Zouzou, Pipi, tous les petits noms qu'il a eus, en réalité, il arrivait dans ce monde pour faire descendre une lumière qui s'appelle le Shnei Luchot Abrit, son œuvre. Et il a tellement bien réussi son travail qu'il est appelé au nom de son rôle, Shla. Personne ne sait que ça s'appelle Horowitz ou Rozovitch, et même on s'en fout. Pourquoi? Parce que qui c'est? C'est le Shla. Chafetz Chaim, même chose. Chafetz Chaim, c'est pas son nom. Mais tout son inyan, c'était Chafetz Chaim. Donc ce qu'on retient, l'identité, le nom qu'on lui colle, c'est sa shlichut. C'est son tafkid, c'était son rôle. Alors vous allez me dire, alors attends, 2 secondes, comment je fais moi maintenant? Si on m'appelle Maxou, c'est mauvais signe, c'est bon signe? Quand ma femme, elle m'appelle Moumouche, c'est bien, c'est pas bien? Alors, la question n'est pas là. La question est, d'abord. On est en exil aujourd'hui? Oui, ça veut dire que, imagine qu'on va trouver des milliers de raisons et des milliers de choses, et qu'à un moment donné où l'entonnoir, l'Égypte va se resserrer, et il y a une goutte qui va sortir. Et là, on va dire, stop, toi maintenant. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qui tu es? Pourquoi les Chachamim en ce moment, ils disent que pour nous sortir de la galoute, il faut faire Ahavat Israël. Ardout Israël. Ça revient tout le temps. Il faut aimer son prochain. Faut être. Pourquoi? Parce que passer dans l'entonnoir, un par un, face to face, ça fait super peur. Ça fait super peur. Tu dis quoi, attends, je vais être jugé, moi? Quoi, sur les 50 ans? Mais d'abord, ça compte pas les 15 ans où j'étais chez mes parents et qui m'avaient pas dit que la Torah existait. Ça compte pas les 20 ans où j'étais à l'armée, les 3... Tu flippes. Passer seul face au bon Dieu, ça fait peur. Mais si je passe avec les mérites de Max qui a enregistré mon chiour, le mérite de Zouzou qui m'a posé une question et je l'ai aidé. Si on vient tous ensemble, comme au moment de la Torah, bah bon, c'est un peu moins flippant. Ça fait un peu moins peur de se pointer. Mais on te dit, c'est vrai, mais fais attention. Parce que c'est pas parce que tu es un peuple, c'est pas parce qu'on te parle toujours de Klal Israël, c'est pas parce qu'on va sauver le monde entier que tu dois pas oublier que la première personne qui peut se perdre dans ce rôle-là, c'est toi. Ça veut dire que tu es irremplaçable. Tu peux pas imaginer sortir de l'exil. Pourquoi l'exil il traîne? Je comprends pas. Il n'y a pas 10 tzadikim qui auraient pu se réunir ensemble, bosser bien le sujet et nous délivrer tous. C'est pas possible. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que lui tout seul, il aurait pu le faire. Quoi, il n'y a pas 10 personnes à cette tzaddik qui n'ont pas réussi à faire tordre le bon Dieu dans un sens. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, ça l'intéresse pas de cette délivrance. Ce qu'il veut, c'est la délivrance de Mitzrayim. Ça veut dire que chacun de nous, on est sorti le meilleur pour pas que quoi? Pour pas qu'on ait honte. Pour pas qu'on soit des figurants. Pour pas qu'on soit un parmi tant d'autres. Mais il y en a beaucoup qui sont restés. C'est pour ça que t'as raison, c'est pour ça, il t'a dit qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés. 4/5e, on dit, ça m'intéresse pas. Le problème, c'est que là, on était avant Matan Torah. Après le don de la Torah, tu peux plus dire ça. Parce que la Torah vient ajouter le fait que tu es encore plus spécifique et qu'en maintenant, tu as même un programme spécifique. Tu as des obligations spécifiques. C'est-à-dire, si à la rigueur, avant, c'était qu'une histoire de couleur de peau, aujourd'hui, non, tu as une Torah carrément qui va te dire à gauche, à droite, qui va te donner encore plus une mesure. Parce que venez, on se fait plaisir. Je vous demande de réfléchir. Je sais que ça risque d'aller sur Internet ce que je vais dire, donc c'est pas grave, je vais me faire des amis, mais... venez, on essaye de réfléchir avec grandeur d'esprit. Je marche dans la rue, et en ce moment, les finances, c'est bof. C'est-à-dire, ça me ferait du bien un petit 1000, 2000 euros, comme ça dans le compte, ça serait pas mal. Et je tourne la tête, et je vois une petite dame qui sort du change. Petite dame qui sort du change, avec une liasse de billets
Elle a du mal à les rentrer dans son portefeuille. À vue de nez comme ça, rapidement, j'ai mes 1000, 2000 euros. J'ai peut-être même une petite carotte en plus. Écoute, Mémé, elle a l'air bien portante. A priori, ça n'a pas l'air d'être ses économies de fond de tiroir, vu que c'était dans un portefeuille, comment ça s'appelle là, hein, Vuitton. Louis Vuitton, voilà. Donc tu dis, écoute à elle, à Mamie Nova, ça va pas lui changer sa vie, moi ça peut me changer. Donc je fais un petit calcul, je passe. Si je suis un mec bien, parce que je suis un gentil garçon, je fais, excusez-moi mamie, hop, tac, 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 black. Mamie, elle y verra que du feu, sauf quand elle arrive chez elle. Si je suis un peu un mec violent, je lui fais, excusez-moi, pouf, et je me sers. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. On fait pas ça. Réponse. Pourquoi? Allez, pas la mamie, la banque. La banque. Tous ces billets qui dorment pour rien faire. Allez, l'État. Mais ils sont pleins de pognon, l'État. Ils sont pleins de pognon. Et puis j'ai payé des taxes. Donc c'est une moyen de les récupérer. Donc tu vois que réellement, je ne vais pas parler des femmes parce que là vraiment, c'est pas sur internet, ils vont venir me chercher chez moi. Mais une femme, elle est jolie. Qui t'a dit? Ça va, on s'engage à rien. Elle est jolie, elle te regarde, on se regarde. Ben voilà. Je rajoute un trait dans mes conquêtes. Et attends, ça peut être. On était, comment dire, consentants. Elle était d'accord, je suis d'accord. La Malo, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Ah, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Bon, bah, je sais pas, elle verra avec son mari. Hein. Elle, mais moi. Si je réfléchis humainement, qu'est-ce qu'il y a de mal? Franchement, réponse, humainement parlant, je sais pas. Tu sais qu'il y a des tribus au Zimbabwe, ils ont 25 femmes. Tu sais qu'au Kurdistan, il y a un minag où les femmes se mettent au milieu et puis chacun choisit ce qu'il veut. Je peux t'inventer ce que je veux. Tu sais c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des prénoms et des définitions aux choses. Et qu'en réalité, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est pas bien que tu dis que le cochon, c'est pas bon. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il t'avait dit Rosh Hashanah, du triple cochon, fils, à Rosh Hashanah, tu seras en train de courir au marché pour t'acheter du triple cochon. C'est choquant, hein? Non, c'est vrai. Ça veut dire que quoi? Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des définitions. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle tromper. Si tu ne sais pas définir, si tu ne recherches pas la vraie définition, la propre définition de qui tu es, tu peux passer à côté. Alors si tu es un mec pas méchant, bah, tu feras du bien parce que tu veux aider, tu veux, etc. Mais ça peut vite glisser. Ça peut très vite glisser. Il suffit que quelqu'un te chante une chanson agréable à l'oreille en te disant écoute, le principal, tu sais, l'argent ça n'a pas d'odeur. Bah, regarde, tu donneras ton maaser, c'est important et tu vas aider, etc. Tu peux vite, ça peut vite. Ça peut être vite une belle chanson. Et hop, tu glisses. Ce qui va t'empêcher de glisser, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te donne des définitions. Il te donne des noms à chaque chose. Il te dit ça, c'est pas une femme. C'est ta femme. Ça change tout. Oh là là. Un objet qui est posé. Je peux l'utiliser? Non, ça s'appelle un objet qui n'a pas de propriétaire. S'il n'en a pas, tu peux. S'il y en a, faut demander le reshoot. J'étais dans le tramway. Il y avait des gens pas religieux, d'accord, à côté de moi. Et il y en a un, c'est une famille. Il prend le téléphone de sa grande sœur et il commence à utiliser. Sa grande sœur, elle se retourne et dit, tu m'as pas demandé. Alors il sourit. Il lui dit, tu m'as pas demandé. Faut me demander. Alors il dit, tu sais que je vais te le donner. Tu sais que je vais te le donner. Je te l'ai toujours donné. Mais faut demander. Faut demander le reshoot. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est la politesse. Et là je dis, dommage. C'est vrai. Mais c'est la politesse. Je sais pas. Faut bien se rappeler que les Allemands, ceux qui nous mettaient dans des fours, ils écoutaient du violon. C'était très sensible, très poli. Bonjour madame. Ah non, c'est le couteau de poisson. Excusez-moi, quelle erreur. Et à côté de ça, ils sont capables d'être des barbares tordus, complètement fous. Comment c'est possible? Parce que tu sais, tout ce qui est arrangement humain,
La mesure des choses, elle peut être très vite. Si on se met tous d'accord maintenant que cette petite vieille, eh ben c'est pas grave de lui piquer son portefeuille, je vous promets qu'on va être des grands voleurs. Parce qu'on se met d'accord. On se met d'accord. C'est, tu sais quoi, c'est comme une fois, hein, il y a des gens que je connais qui me racontent qu'ils jouent au poker. Et ils me disent, voilà, on a joué au poker, machin, etc. Et le mec, il regarde celui à côté, il dit, ah, dis-moi, lui, il triche. Et l'autre, il fait, bah ouais, mais tu crois qu'on l'a pas grillé? Tu sais, moi, j'écoutais comme ça. Je dis, attends, j'attends un verre pas tout de suite, je laisse le truc bien chauffer. Ouais, 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 ouais. Il me dit, ouais, il a triché. Ouais, tu penses? Ouais, bien sûr. Et toi, tu penses? Bon. Mais il dit, ouais, mais bon, comme on a gagné, on s'en fout. Ah, ouais, je vais stop, excuse-moi, je me connais pas bien en poker, je peux juste participer à la discussion? Je dis 2 secondes. Tu joues aux cartes, tu sais que le mec d'en face il triche. Mais comme aujourd'hui tu as gagné, tu dis, c'est pas grave. Demain le mec il triche et tu perds, tu vas faire quoi? Tu vas gueuler? Et il va te dire, attends, attends. Et quand tu as gagné, t'étais content. Alors t'es gentil, tricher ça fait partie du jeu de cartes. C'est toi qui as imposé la règle. Mais si on te dit, regarde, t'es en train de jouer et au moment où tu glisses une carte, t'as un point rouge qui vient ici. Excusez-moi, c'est tombé par terre. Mais c'est quoi ce point rouge-là? C'est ta conscience à toi. Mais pas simplement ta conscience humaine. C'est ton shem. C'est quoi le shem? La seule connaissance qu'on a vraiment de Dieu, c'est son nom. C'est-à-dire quoi son nom? Ça veut dire le rôle, ça veut dire la manière dont il parle avec toi. J'ai besoin d'un nom quand je m'adresse à quelqu'un. Je ne veux pas te faire 3 heures. Au bout d'un moment, j'ai besoin de savoir qui tu es. Donc l'identité de quelqu'un, c'est parce que je veux faire une communication. Donc sortir d'Égypte, sortir de l'exil, c'est mettre en place une communication saine. La seule communication saine qui existe, c'est mettre les vraies définitions. Et je répète, les vraies définitions, ça passe par le fait d'accepter ton identité, ton prénom. Pourquoi tu réinventes une métiote qui n'existe pas? Ne dis pas, il est très possible qu'il y ait une force surnaturelle. Dis Dieu, arrête d'être lourd. Dis Akadosh Baruch Hu, arrête de tourner le bing bang, le bang bing, le zing bang. Ah, t'es lourd. Il y a une définition, cette force suprême que n'importe quel humain à un moment donné de sa vie ressent, c'est pas ni la drogue, ni le shit, ni le bing bang, ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et tu me dis, mais ça change rien. Mais ça change tout. Ça change tout parce qu'à partir du moment où je définis les choses, je peux les mettre à leur place. Je peux les mettre à leur place. Donc aujourd'hui, tu as un rôle et tu as une absolue responsabilité de commencer à te mettre à ta place. Ça veut dire de t'accepter. Ça veut dire de te regarder dans un miroir. Ça veut dire de te dire, si je m'appelle Sarah, c'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un de spécifique. C'est pas simplement le nom d'une imaote. Parce que sinon, on serait bloqué sur Sarah Ima, il n'y en aurait plus jamais eu après. Donc aujourd'hui, moi je m'appelle Sarah Bat machin ou Yirmiyahu Ben machin, ça veut dire quelque chose. Pourquoi au moment où je monte à la Torah, on rappelle mon nom? Parce que justement, ce lien entre Dieu, la Torah et toi spécifiquement, c'est ça qu'il faut ne pas oublier. C'est pour ça que maintenant ça change tout si j'ai cette vision-là. Pourquoi? Parce que, allez, il y a Minyan. Il y a Minyan. Bon, bah c'est bon, je peux rester devant l'ordinateur. Mais non! Parce que tu retires ton nom à toi. C'est ta lettre à toi qui va manquer. C'est ton rôle à toi particulier qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné à toi. C'est ça le truc. Bien sûr qu'il y aura toujours des minyanim. Bien sûr qu'il y aura toujours le tzaddik, le tam, le machin. On le sait, dans la Gada de Pessah, ils sont là les 4 fils. On connaît l'histoire. Il y aura toujours un mec qui sera plus rachat que tzaddik sur ce truc-là. Il y aura toujours celui qui n'en a rien à faire. Il y aura toujours un fonctionnement global. Le problème, c'est quel rôle tu vas avoir toi dans ce truc-là. Si chacun prend son rôle, eh ben, le rachat, c'est quoi? C'est celui qui contredit. C'est ce que le Zohar explique. Le Zohar, il reprend tous les fils de la Haggadah de Pessah et il leur donne une nouvelle définition. Et la nouvelle définition, c'est quoi? C'est que le tzaddik, c'est le plus bas. Comment tu y arrives à ça? Le tzaddik, c'est si tu lui dis A, ok, A. Le rachat, c'est celui qui dit, attends, A, et pourquoi pas B? C'est-à-dire celui qui... A. Et ainsi de suite. Le tam, c'est celui qui va faire l'équilibre des deux, qui dit, attends, vous fâchez pas, il y a A et il y a B. Et celui qui pose pas de questions, c'est celui qui est au-dessus carrément de ça.
Donc tu vois, alors que à l'inverse, tu aurais dit, oh là là, celui qui pose question, celui qui s'en fout. Donc ça veut dire là encore que chaque chose, elle est spécifique. Et là, c'est pourquoi je parle de ça, de cette nuance-là, parce que tu pourrais dire, ok alors, donne-moi les listes des tops des prénoms. Voilà, j'ai un enfant qui va naître, donne-moi le top des prénoms. Parce que tu me dis que c'est important. Toutes les Sarah, elles sont gentilles? Je l'appelle Sarah. Toutes les Liora, elles sont belles? Liora. Donne-moi le code. Mais au-delà du code général, il y a le code spécifique. On est tous appelés Israël. Ouais, dans Israël, il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui ne se rappellent pas qu'ils sont juifs. Et il y a des grandes sadiques. Mais tout ça, c'est Israël. S'il en manque un, il y a un problème. Donc, le Inyan, c'est pas de dire, ah, je vais appeler mes parents, je vais les déchirer. Purée, cette lettre qu'ils m'ont rajoutée, ils m'ont fait tomber. Alors franchement, je fais une petite parenthèse. Je sais pas, je vous souhaite. Mais non, Kol Mina Shamaim, c'est pour ça que pour pas qu'il y ait des guerres dans les familles, on te dit non, c'est Ruach HaKodesh, les parents ils donnent le prénom, etc. C'est pour pas qu'il y ait de disputes. Parce que, non, vraiment, parce que tu veux dire, mais pourquoi tu m'as appelé Brian Trafford Spice? Moi, mon père, tout le temps, il me fait rire, il me dit, ah, avec les noms qu'on t'a donnés, c'est sûr que t'allais devenir rabbin. Yirmiyahu Moshe. C'est genre. Parce que c'est vrai que dans ma famille, personne n'a des noms à connotation juive, entre guillemets. Je suis le seul, tu sais pas pourquoi. À la base, ils voulaient m'appeler, je sais plus, Alexandre, ou des trucs, ouais, Quentin, enfin des trucs, tu vois. Et d'un coup, au moment où je suis né, ils ont eu tapé une crise, on dit, ah non, Yirmiyahu Moshe, tu vois. Truc impossible à sortir, tu sais pas s'il a bugué. Alors après, ils disent, une fois après le film qui commence un truc, mais c'est dire quoi? Je vais faire le malin, et j'en profite que c'est filmé. Mais mon nom en français, c'est Jérémy. Jérémy, c'est Gimel Resh Mem Yud. D'accord? C'est Yirmiyahu en fait, c'est Jérémy. Mais Jérémy, c'est dire quoi? C'est dire Gorem, c'est dire entraîner. Mais Yirmiyahu, ça veut dire soulever. Relever les choses. D'accord? Donc tu vois bien que même la manière dont on parle et dont on truc, ça donne une importance à ton nom. Est-ce que tu fais que entraîner les choses ou est-ce que tu les soulèves, tu les élèves? Donc il y a une importance. Il y a une importance dans ton nom. C'est pour ça que la Torah, la Halacha, nous dit, hey, ne donne pas des petits sobriquets méchants. Ne donne pas des petits noms. À l'inverse, elle te dit, tu sais, sur la Vodazara, moque-toi. Dis Boudoudou, Doudouba. Non, ça se fait pas. Ah ouais, quand tu t'appelles quelqu'un Kiki35, tu trouves pas que tu lui putes son mazal. On t'explique que ton prénom, c'est ta force, c'est ta spécificité, que chaque lettre, elle est un tuyau de bracha, et toi tu te fais appeler Kiki la mouche. Imaginez. Yamot. Kiki 35. Ça la joue mal, hein? Non, ça fait bizarre. Non, moi ça me dérangerait pas, on se marrerait bien, mais imagine. Poupou 29. Et le mec il se pointe. Ah, chut, chut, ah. Mais non, on s'habitue à ça. On s'est habitué. Regardez comment aujourd'hui, dans le monde qui a tellement la possibilité de s'exprimer, on s'explique avec des barres. On s'exprime avec des barres. LOL, IA, C'est bizarre. On est dans un monde où aujourd'hui, on peut s'exprimer et on ne sait plus définir les choses comme elles sont. Donc, je suis sur la conclusion. C'est des codes. On refait tout le schéma et on arrive, j'espère toujours, à la Vodat Hashem quand on sort de cette pièce. Qu'est-ce qu'on peut attraper qui va nous faire du bien? On refait tout le schéma. On quitte un monde qui a été créé, c'est Maaseh Bereshit. C'est le premier livre. Tout d'un coup, ce monde-là, il glisse. Il glisse parce qu'on rentre dans l'exil. On va nous parler de l'exil, que l'homme Israël s'est perdu, etc. Et après, on va comprendre que c'est pour la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en Égypte. Qu'est-ce qu'on était censé faire là-bas? Le mauvais côté de l'Égypte, c'est que ça nous a fait perdre notre spécificité. On a commencé à se multiplier, à ressembler à tout le monde, et forcément, boum, on s'est pris une claque au niveau du peuple. Au niveau personnel, on voit dans la paracha et on va voir au fur et à mesure. C'est comme si, aussi, c'est intéressant de voir, on dit, Paro, il ne connaissait pas Yosef. Tu sais quoi cette arnaque là? Les mecs, ils ont des papyrus, on le sait, il y a des papyrus qui racontent les histoires d'il y a 4000 ans, il se s'est raté. Non, ils ne reconnaissaient plus Yosef. Des Yosef, ils regardaient, Yosef, Yosef, non, personne ne répondait. Il n'y avait plus ce Yosef.
chez le Ham Israël. On avait perdu la prina, notre nom de Yosef. Donc, l'exil, c'est quoi? C'est nous faire perdre notre dimension et générale, mais surtout personnelle. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu sent qu'on va tomber dans l'exil, il rappelle nos prénoms. Tu sais c'est quoi rappeler leur prénom? C'est comme réveiller chez toi un cri. S'il y a 400 personnes et qu'une mère elle arrive et qu'elle hurle le prénom de son fils, parmi les 2000 personnes, le fils il va se reconnaître, il va lever la main. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Kadosh Baruch Hu, avant qu'on tombe dans l'exil, parce qu'il voyait qu'on s'oubliait, on oubliait notre rôle, on oubliait notre prénom, etc., il hurle le prénom de chacun de nous. Pourquoi? Pour réveiller chez nous plus tard, des années plus tard hélas, que l'homme Israël il hurle, il crie lui aussi. Il crie quoi? Il se rappelle même plus du nom de Dieu. Il crie juste. Il est même plus capable de se rappeler. C'est pour ça que quand Moshe veut intervenir, il dit, mais ils vont pas me reconnaître, ils vont pas te reconnaître. Donne-moi un signe, donne-moi un, je sais pas moi, quelque chose qui fait que on va se rappeler qu'on a un nom en commun, qu'on a un travail en commun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour redescendre, on a dit l'exil, le nom, la recherche de ton identité, la recherche de ta qualité spécifique. Ça veut dire, pour nous maintenant, tous les jours, à chaque instant. Quand on est sorti d'Égypte, on a fait la shrita au mouton, à l'agneau. Moshe Rabbeinu, il a sauvé un agneau. Il est allé chercher. C'est quoi cette image-là? Le Nil, les enfants juifs, on voulait les noyer dans le Nil. C'est quoi le Nil? En 2 minutes, je vous décortique ça et vous allez comprendre c'est quoi réveiller son prénom. Très simple. Un mouton, maximum, on lui colle aux fesses un numéro. Mais quand tu as 200 moutons, tu dis pas Bibi, Zouzou, Kiki, Vivi, Gigi, Riri. Non. Tu fais un entonnoir, tu les fais passer un par un et tu mets des numéros. Quand on a quitté l'Égypte, il fallait arrêter de penser on est un peuple, mais on est spécifique. Chaque neshama juive, elle est importante. Chacun en est important. Chacune de notre mitzvah, chaque achlata que tu prends en ton nom, elle peut influencer tous les autres. Mais en ton nom à toi, faire kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, c'est se sanctifier à soi, sanctifier ton nom, réapprécier le fait que tu es juif, réapprécier le fait que Akadosh Baruch Hu t'a donné une mission à toi, et tant que tu es là, c'est qu'il y a que ta mission c'est la tienne et c'est pas celle du mec d'en face. Donc ça veut dire arrêter d'être un mouton, arrêter de se dire bon moi ou quelqu'un d'autre, cette chaise ou pas cette chaise, j'y étais pas, c'est pas grave, l'okara klum, si kara quelque chose. Ça c'est un. Deuxièmement, pourquoi justement Moshe Rabbeinu, qui lui vient sauver un peuple entier, est capable de sauver un seul des moutons. Lui, il voit 200. Qui se serait rendu compte de ça? Qui se serait rendu compte de ça? Sur 300 ou 400 moutons, tu vois qu'il en manque un. Tu vas aller courir vers un qui se... Mais ça, c'est parce que justement, Moshe, il est comme ça. Justement, Moshe, il est capable d'apprécier chacun de nous. Chaque mouton, chaque poil du mouton, il est capable de l'apprécier, qu'il a été capable de sauver tout le monde. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de t'apprécier à toi, si tu n'es pas capable de te comprendre à toi, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux agir? Comment tu veux croire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné? Tu es un tuyau, toi-même tu es un tuyau. L'eau, elle peut passer par toi. Le même schéma par rapport à Moshe Rabbeinu et le Nil. C'était quoi le Nil? C'était la Vodazara. Pourquoi? Parce que le Nil représentait le monde matériel. Je n'ai pas besoin de la pluie puisque ma bracha vient par le Nil. Le Nil, c'est ce qui alimentait le monde entier. C'était la source de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir le petit clin d'œil. Je vais faire une conclusion, je te préviens, man atomique, je me barre en courant. Je me cache après, tu m'ouvres la fenêtre, je saute en parachute. Mais je suis obligé de la faire. C'est quoi le Nil? C'est je prends les enfants, je prends la Yahadout, je prends ce qui est tellement spécifique, je le prends et je te jette dans le monde matériel. Je te fais oublier à quel point t'es spécial. D'accord? Je prends l'humanité, je prends le peuple qui est tellement particulier, je le jette dans la matière, je le jette dans le Nil pour qu'il se perde. Donc quand on en arrive, c'est le petit clin d'œil que j'ose faire. Si Larry m'entend, il va me buter. Mais
on peut travailler dans plein de domaines. Dans plein de domaines, on peut travailler et réussir sa vie, etc. Il y a des gens qui réussissent en vendant des cartons, d'autres des bougies, d'autres... On peut arriver à faire de l'argent partout. Mais quand on sait que la spécificité de quelqu'un, c'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est, d'accord? Donc, quand on est dans un travail où... Combien de temps vous restez à travailler par jour? 6 heures, 7 heures? 9 heures. Quand 9 heures par jour, je m'appelle Bibi Lamouche, Zouzou Durand, et qu'en plus, c'est dans le Olam à Gashmi Mamash, ça veut dire que j'ai une responsabilité encore plus grande de ne pas oublier qui je suis. Et de ne pas oublier pourquoi je suis là. Et de ne pas oublier à quoi me sert cet argent. Et ainsi de suite. Encore plus. Pourquoi? Parce que Kodesh Baruch Hu me donne un défi encore plus grand. 8 heures par jour, je m'appelle Durand. Et je ne dois surtout pas oublier que je m'appelle Boutboul. Ça, c'est un petit clin d'œil que je vous fais parce que, là encore, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça veut pas dire que, alors on arrête, on ferme la boutique. Pas du tout. C'est pour dire, n'oublie pas, ne tombe pas dans l'exil de ça. Parce que si tu oublies pas, si tu oublies, et si tu te prends pour Monsieur Durand, je suis pas sûr que tu fasses de l'argent. Si tu oublies, si tu te rappelles que tu es Larry, Chaim, tout ce que vous voulez, et que tu te rappelles c'est quoi la source, et tu te rappelles c'est quoi le but de tout ça, et tu continues à faire les shiurim, la zdaka, ton rôle à toi. Ton rôle à toi, c'est de donner la parnassa à 10, 20 personnes. Super. Mais en tant que juif, en tant que personne, en tant que savoir, c'est mon rôle. Il y a des gens qui doivent... Zvouloun, il avait un rôle comme ça. Zvouloun, il devait amener le business. Mais Zvouloun, il se rappelait que quoi? Que Sachavruta, c'est Issachar. Donc, et je conclue là-dessus, on arrive à 52 minutes, j'approche l'heure. Je vous dis comme ça, posez-vous la question. Vous avez chacun de nous a une qualité spécifique. L'exil, elle va faire une chose. Elle va essayer de te comparer aux autres, de te noyer dans un système. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas un chemin qui est bon, un chemin qui n'est pas bon. Par contre, il y a une spécificité de chacun de nous. Ce que je vous demande, c'est comme ça. Quand vous allez sortir et quitter la pièce, dites-vous comme ça. Est-ce que